Nous interrompons nos programmes pour aller tout de suite à Bruxelles où le président français s'exprime. Mais je veux néanmoins ici les rappeler, en tout cas insister sur quelques points. Hier, nous avons adopté, moins d'un mois après les élections européennes, un agenda stratégique pour 5 ans qui contient, à mes yeux, les lignes les plus structurantes. Maintenant, les prochaines semaines et prochains mois seront décisifs. Et je continue, pour ma part, à penser qu'une fois la nouvelle équipe, si je puis dire, d'Europe nommée, il sera essentiel d'avoir autour de ce document une réflexion stratégique pour véritablement installer nos priorités des 5 années à venir. Mais je pense que, évidemment, la priorité climatique a été réaffirmée dans ce document. Je vais y revenir aussi pour nos discussions d'hier, et elle demeure extrêmement importante. Ensuite, sur la défense européenne, la protection des frontières, c'est-à-dire tout ce qui, justement, permet de protéger l'Europe, d'assurer sa souveraineté. Les priorités ont été réaffirmées dans ce document stratégique pour les 5 années à venir, parce que nous avons des décisions très structurantes à prendre et à avancer. Et en matière également de droits sociaux, là aussi, où des avancées ont été faites, j'ai défendu l'idée que dans les 5 années à venir, nous avons à bâtir un nouveau modèle économique et social pour notre Europe, qui passe par de la compétitivité, par de la capacité à investir sur nos priorités, mais dans le même temps aussi à bâtir de la convergence sociale que nous avons pu parfois oublier. C'est pour ça que durant la campagne européenne, nous avons défendu cette idée d'avoir des salaires minimums dans chaque pays, mais nous avons un agenda social qui doit reprendre son importance. Ce document le reconnaît. Et enfin, la défense de l'état de droit, qui est évidemment un combat, largement porté d'ailleurs dans la Commission actuelle, mais sur lequel nous devons gagner en efficacité et sur lequel l'ambiguïté ne doit en aucun cas gagner les esprits ou les pratiques. Ce document stratégique a fait l'objet, je dois le dire, d'un fort consensus. Maintenant, ce sont les étapes à venir qui seront déterminantes et notre capacité à tirer 3-4 objectifs concrets et clairs pour la Commission, le Conseil et le Parlement qui vont s'installer dans les mois prochains. Nous l'avons vu il y a 5 ans, quand ces priorités sont définies, qu'on décide tout de suite, qu'on prend des décisions fortes, on peut avoir des résultats très concret. Le plan d'investissement en est une bonne illustration qui avait été lancé dès les premières semaines de ses responsabilités par le président Juncker. Je le disais, une priorité absolue de cette feuille de route doit être l'ambition climatique. Et c'est le message très concret que notre jeunesse, depuis des mois, porte partout en Europe. C'est le message aussi que nos concitoyens nous ont adressé lors de ces élections européennes. C'est le message que nos scientifiques du monde entier portent depuis plusieurs années. Et je considère que l'engagement que nous devons prendre et continuer de prendre et de mettre en œuvre est à cet égard structurant. La réunion d'hier a permis non pas d'obtenir l'unanimité, mais une avancée structurante sur ce point. En effet, au mois de mars dernier, le Benelux et la France, nous étions donc 4, ont défendu la neutralité carbone en 2050, ce qui fait partie de l'agenda, je le rappelle, de l'accord de Paris, et qui est ce vers quoi nous devons aller, ce que nous sommes engagés à faire. Nous étions 4. À Sibiu, en mai dernier, nous avons réussi à commencer à bâtir une coalition. 8 autres États membres nous ont rejoints. Et hier, nous avons constaté que 24 États membres adhéraient à cet objectif de neutralité carbone en 2050. C'est ce que reflète le texte de nos conclusions. J'aurais préféré l'unanimité, mais nous n'avons pas voulu sacrifier cette ambition pour 2050 à la recherche en quelque sorte du plus grand dénominateur commun, ou si je puis dire, en affaiblissant nos objectifs pour que tout le monde soit d'accord. Je pense que ce combat, nous devons le poursuivre. Les derniers mois montrent qu'il y a eu une vraie avancée et une dynamique, et nous le poursuivrons au niveau européen, en parachevant ces travaux, en prenant aussi les décisions qu'il nous revient de prendre en matière de prix du CO2, de taxation aux frontières. Ça fera partie des débats des prochains mois. Mais c'est aussi le combat que nous mènerons au G20, où évidemment l'ambition climatique sera discutée. Au G7 cet été, que préside la France à Biarritz, où plusieurs initiatives seront prises. Et aux Nations Unies, puisque le secrétaire général des Nations Unies a fait du climat sa priorité, a organisé un sommet pour le climat en septembre, où, comme vous le savez, la France a été chargé en particulier des sujets financiers avec la Jamaïque, mais où nous devons être fortement mobilisés. Et il est clair que l'Europe, dans ce contexte-là, ne peut pas donner le sentiment ni agir
sans prendre en compte nos priorités, les évidences scientifiques et cet engagement international sur lequel nous devons être leaders. La discussion d'hier a permis également d'échanger sur les relations extérieures. Je reviendrai sans doute sur plusieurs aspects dans les questions, mais je voulais ici également redire l'engagement réitéré par l'ensemble du Conseil en soutien et solidarité à Chypre suite aux incursions turques dans la zone économique exclusive et le fait que nous avons tenu un langage clair en la matière pour qu'aucune ambiguïté ne soit permise. Et je veux ici redire à nos amis chypriotes, en effet, tout ce soutien. Nous avons évoqué ce matin le renforcement de la zone euro en présence de Mario Draghi et Mario Centeno, le président de l'Eurogroupe. Après l'accord franco-allemand de Meseberg, je vous le rappelle, en juin 2018, nous avions scellé un accord à 27 en décembre 2018 pour renforcer nos mécanismes de sauvetage en cas de crise, créer un budget de la zone euro pour favoriser la convergence de nos économies. Et donc, le sommet de ce matin, en quelque sorte, faisait le bilan du travail de nos ministres des Finances. Un accord d'ensemble pour mettre cela en œuvre a été trouvé la semaine dernière par nos ministres et nous l'avons soutenu ce matin. Mais je vais être ici très clair, c'est une bonne avancée, elle est en ligne avec nos demandes. C'est une avancée qui forme un tout à mes yeux. Il y a les avancées qui ont été faites sur le mécanisme européen de stabilité, avec en particulier la simplification de ces mécanismes en cas de crise. Et il y a les avancées faites sur le budget de la zone euro, avec cet objectif de convergence et de compétitivité. C'est un ensemble et l'un ne peut fonctionner sans l'autre. Néanmoins, l'accord de la semaine dernière va dans la bonne direction, mais n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant parce qu'il n'a pas répondu à plusieurs sujets qui sont évidemment indispensables pour faire fonctionner un tel budget. La question de la gouvernance, la question du financement. Il est clair que nous devons pouvoir, dans ce budget, faire appel à des financements additionnels. Et il est clair que nous avons besoin d'une gouvernance à 19 si nous voulons que ce soit un budget de la zone euro. Et donc, j'ai demandé et réaffirmé ce matin que le travail puisse se poursuivre pour que ces questions soient clarifiées. Il nous faut, en effet, un budget de taille suffisante, crédible, respectant ses ambitions, et à la gouvernance propre, pour ne pas être confondu avec une ligne budgétaire des 28. J'ai aussi rappelé qu'il n'y avait pas eu de consensus en décembre dernier pour assigner à ce budget un objectif de stabilisation, ce qui avait été acté en franco-allemand, parce que plusieurs de nos collègues n'étaient pas en accord avec cela. Je considère pour ma part qu'il ne faut pas perdre cet objectif de stabilité, de stabilisation. Pourquoi ? Parce que la convergence est une chose que nous avons réaffirmée, qui est un des objectifs de ce budget, mais la stabilisation est indispensable. Si nous voulons que la zone euro puisse dûment fonctionner, eh bien, toutes les théories montrent que quand on partage la même monnaie, on doit pouvoir avoir des instruments qui permettent de répondre aux chocs asymétriques et donc avoir un mécanisme de stabilisation. De fait, aujourd'hui, cette fonction d'un budget est remplie par le mécanisme, en effet, européen que je rappelais tout à l'heure et que nous avons modifié. Mais ce dispositif, on le voit, n'est pas complet. Et donc, il nous faudra aussi poursuivre cette fonction de stabilisation. Et c'est pourquoi le texte d'aujourd'hui a fait l'objet d'un consensus. Il va dans la bonne direction, il permet d'avancer en ligne avec nos conclusions de décembre, mais il n'est pour moi qu'une étape et la nouvelle commission, comme les 5 années qui viennent, doivent nous permettre de porter, d'aller beaucoup plus loin sur ces ambitions, d'aller au bout de la fonction de stabilisation, d'acter évidemment la réforme du mécanisme européen, mais de bâtir un véritable budget avec gouvernance propre et financement suffisant. Enfin, nous avons bien évidemment évoqué durant le dîner d'hier et dans beaucoup de conversations séparées le sujet des nominations européennes et donc des femmes et des hommes qui devront porter ce projet avec les chefs d'État et de gouvernement durant les années qui viennent. Nous n'avons pas fini ce travail hier soir, vous le savez, mais nous avons progressé en clarifiant la situation et en nous donnant des règles. Qu'est-ce qui ressort des discussions d'hier soir ? Plutôt d'hier. D'abord, il est apparu hier matin clairement qu'il n'y avait pas de majorité au Parlement européen pour
le candidat du parti arrivé en tête. Ce sont des discussions rendues publiques par les chefs de groupe qui en ont fait état avant même le début de nos réunions. Et ensuite, le président Tusk a clairement établi en début de notre discussion qu'il n'y avait pas de majorité claire et donc il y avait au moins des minorités de blocage, voire plus, contre l'ensemble des candidats qui sortaient du système de Spitzenkandidat. Ce qui veut dire que ce système n'a pas été retenu comme valide, puisque je le rappelle, et je l'ai constamment rappelé, pour pouvoir être président de la Commission, il faut une double majorité. Il faut une majorité au Conseil qui propose, et il faut une majorité au Parlement qui accepte. Et aucun des trois candidats qui sortaient de cette procédure, de fait, né il y a 5 ans, n'est apparu comme faisant l'objet d'un consensus. Fort de cela, nous avons acté l'impossibilité que ces 3 candidats puissent exercer, en particulier la présidence de la Commission, et nous avons décidé de relancer une procédure qui sera pilotée par Donald Tusk, qui consiste à ce que d'autres noms émergent et que des équilibres soient trouvés entre les chefs d'État et de gouvernement autour de la table pour que les sensibilités qui sortent de nos élections européennes puissent permettre de faire émerger, en particulier, les 4 noms principaux, je dirais plutôt les 3 sur lesquels le Conseil a un rôle tout particulier, durant la semaine qui vient. Cette procédure, qui va donc faire l'objet de consultations tout au long de la semaine par le président Tusk, sera doublée de consultations des familles politiques au Parlement, conformément d'ailleurs à l'esprit et la lettre de nos traités, pour pouvoir aboutir à un résultat. Ce qui veut dire que nous sommes libérés de noms contraints, mais que ce choix se fera dans le cadre de cette concertation, en reflétant les sensibilités politiques qui sortent des élections. L'autre élément important qui ressort de notre discussion d'hier, c'est l'engagement de tous les chefs d'État et de gouvernement pour que nous puissions achever ce travail le 30 juin. C'est un élément d'abord de crédibilité, 1 mois après les élections européennes, et c'est un élément de bon fonctionnement institutionnel, puisque c'est de prendre l'engagement de le faire avant la première session du Parlement européen, et donc de pouvoir avoir un Parlement qui se réunit avec une pleine visibilité sur les choix faits par le Conseil pour ce qui dépend de lui. Pour ma part, je tiens à ce qu'on respecte dans ce processus plusieurs critères qui ont été rappelés et qui font l'objet d'ailleurs d'engagements communs. Le premier, je viens de le dire, c'est une décision rapide, qu'on tienne cet objectif du 30 juin. Et je ne crois pas une seule seconde que procrastiner aidera à trouver une solution. Nous avons montré par le passé qu'à chaque fois qu'on essayait cette méthode, elle était peu productive. Le deuxième, c'est qu'on aille vers un choix d'équilibre sur les 4 postes, d'équilibre d'une part de genre, entre femmes et hommes. Pour ma part, je ne soutiendrai pas une solution qui ne serait pas équilibrée sur ce sujet. Et d'équilibre géographique aussi. Nous devons respecter l'ensemble des composantes géographiques européennes et il est clair que, en particulier, les États de l'Est, comme ceux du Sud, doivent avoir une représentation, en tout cas être reflétés dans cet équilibre d'ensemble. Et puis, le troisième critère, c'est une exigence de compétence au plus haut niveau, d'expérience pour porter ce projet en l'incarnant dans un monde où l'Europe doit faire entendre une voix forte. Je l'ai dit à plusieurs reprises, moi je ne me bats pas pour une nationalité, on m'a plusieurs fois posé la question. On a toujours, évidemment, quand on est chef d'État ou gouvernement, on veille à ce que là aussi des équilibres soient tenus, et ce qu'on ne soit ni marginalisé, ni que tel ou tel autre soit surreprésenté. Parce qu'à ce moment-là, l'Europe avance mal, ça n'est pas une histoire d'hégémonie, notre Union européenne. Mais je pense que le critère que nous devons tous poursuivre, c'est les critères de compétence, de qualité. Parce que trop souvent par le passé, nous avons trouvé des compromis vers des personnalités qui ne portaient peut-être pas avec le plus de force le projet. Et donc, je suis pour qu'on puisse avoir les meilleurs autour de la table. Début juillet, nous aurons cet agenda stratégique, une équipe d'Europe, et nous pourrons ainsi mettre en œuvre une nouvelle étape du projet européen qui est absolument indispensable à mes yeux. Je vais maintenant répondre à toutes vos questions. Rimom Taz de Politico. Votre critique des 10 Spitzenkandidaten a toujours été depuis le début que vous estimez qu'ils ont un déficit démocratique.
Comment est-ce que le processus actuel, où vous vous enfermez dans une chambre où il n'y a pas de réseau de portable, où certains d'entre vous, dont vous, ne dites pas quels sont vos candidats, est plus démocratique et plus transparent. Et donc sur ça, est-ce que vous allez nous en dire un peu plus sur cette procédure sur laquelle vous vous êtes mis d'accord? Et sur le budget, qu'est-ce qui bloque encore? Alors, sur la première question, moi je crois que ce qui est démocratique, c'est de respecter nos constitutions. Nous avons décidé d'organiser des procédures. Nous les avons soumises ou à nos parlements ou à nos peuples. Ce sont nos traités. Que disent nos traités? C'est ça ce qui est démocratique. Ce sont les règles qu'on s'est données à nous-mêmes. Nos traités disent la présidence de la Commission, c'est quelqu'un qui est proposé par le Conseil et soumis pour approbation au Parlement. Et, pardon de vous le dire, mais respecter les règles qu'on s'est données à soi-même de manière démocratique, je crois que c'est assez démocratique. Et donc, en quelque sorte, il y a une espèce d'air ambiant qui voudrait que le Conseil n'exerce plus ses fonctions. Celles et ceux qui sont autour de la table du Conseil sont élus démocratiquement. Ils ont tous fait l'objet d'élections, soit au suffrage universel direct, soit du jeu parlementaire dans leur pays. Ils ne sont pas moins légitimes que des parlementaires européens pour décider de cela, surtout quand les textes qui sont les nôtres leur assignent cette fonction. Donc moi, je suis pour que chacun remplisse le rôle, les fonctions, les missions qui sont les siennes de par nos traités, et pas plus. Donc je suis pour qu'on respecte absolument le Parlement européen dans ses compétences et ses missions totalement, mais à ce qu'on ne se dessaisisse pas des fonctions qui sont les nôtres. C'est notre rôle de le faire. Et c'est une discussion à 28. Donc elle n'est pas cachée au milieu, c'est une discussion à 28. Comme toute décision, elle se prépare. Et donc il y a des gens qui ont des préférences, il y a des accords et des désaccords. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise règle que de dire on n'étale pas au grand jour ces accords et ces désaccords, parce que sinon ça crée des situations qui en quelque sorte viennent polluer la discussion, en tout cas la détournent de son objectif final qui est de tenir les équilibres que j'évoquais et d'avoir les meilleurs. Parce qu'on en fait des sujets d'ego. Parce que quand on révèle le désaccord de l'un avec l'autre, on dit « Ah, ça devient un sujet de personne. Donc vous n'avez pas réussi à imposer votre candidat. » Les gens se crispent parce que la discussion devient publique, parce que les tweets se multiplient, qui disent « Un tel était le candidat de tel dirigeant. » Donc ça pollue la discussion. Il faut qu'on ait une discussion qui soit la plus apaisée possible, qui prenne acte des accords et des désaccords, mais on va construire quelque chose ensemble. Et donc, on va le faire ensemble. Mais je pense que c'est très démocratique parce que nous sommes tous autour de la table élus démocratiquement et que nous respectons ce que nos traités prévoient. Et donc, simplement, il faut accepter cette procédure et elle se fait en plein respect du Parlement. D'abord parce que nous allons faire ces choix en regardant les équilibres politiques qui ressortent des élections européennes, ce qui est l'esprit des traités. Et nous le ferons avec un processus d'échange permanent du président du Conseil avec les groupes politiques du Parlement. Et à la fin, il y aura un vote au Parlement d'approbation. Voilà. Sur le budget, d'abord, beaucoup de choses ont avancé. Oserais-je vous dire que lorsque, je vous rappelle ce qui a été dit à ce moment-là, quand j'ai proposé à la Sorbonne un budget de la zone euro, on m'a dit « Sympathique, le président, c'est pas la première fois qu'on l'entend, ça ne marche jamais. Il remballera dans les cartons. » On a mis du temps. Juin 2018, Meseberg, accord franco-allemand. Jamais il n'y avait eu un accord franco-allemand sur l'idée d'un budget de la zone euro avec les fonctions de convergence et de stabilité. Juin. Décembre 2018, nous faisons avancer cela à 27 en sommet zone euro et nous avons un accord. Il n'y a pas de consensus sur la stabilité. Pourquoi? Parce qu'une partie des membres de la zone euro, comme d'ailleurs des non-membres, n'adhèrent pas à cette idée. Et ils n'y adhèrent pas. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans, si je puis dire, les suites de la crise de 2008-2010. Et pour un certain nombre d'États membres, de familles politiques, d'États, l'idée d'avoir une fonction de stabilité au sein de la zone euro est quelque chose qui pourrait recréer de l'aléa moral et en quelque sorte enlever de la pression sur certains États, enlever du sérieux budgétaire et recréer des situations de déséquilibre. C'est ça la réalité. Je pense que cette idée est fausse, mais il nous appartient de convaincre. Et je pense qu'on progresse avec le temps. Je pense que d'ailleurs, l'Europe se serait remise beaucoup plus rapidement de la crise de 2010 si elle avait eu une fonction de stabilisation, parce qu'on aurait évité la récession dans les pays qui avaient subi la crise. Mais il faut poursuivre. Donc il y a des désaccords qui sont, si je puis dire, de principe sur cette fonction-là, et une prudence de certains. Mais il y a un grand respect et des avancées. Donc moi, je regarde tout ce qui a été fait depuis 1 an et demi.
et en particulier ce qui a été fait ces 6 mois. Mais je vous dis en même temps, avec la même franchise, je considère qu'on n'est pas arrivé. Donc on a encore des pas à franchir pour parachever cela. Bonjour Monsieur le Président, Jean-Baptiste V de l'agence Reuters. Il est donc sûr que les candidatures Weber, Timmermans et Vestager pour la présidence de la Commission sont écartées. Jens Weidmann, qui a tant critiqué l'action de Mario Draghi, ferait-il, selon vous, un bon président de la BCE? Et les 27 regretteront-ils bientôt Theresa May? Bon, pour la première question, le président Tusk a hier clairement établi qu'il n'y avait pas de majorité pour les 3 candidats évoqués. Et donc la conclusion légitime est qu'il a demandé que d'autres noms soient proposés. Donc la réponse est oui. Pour le deuxième nom, il ne m'appartient pas d'être l'arbitre des élégances. Mais pour ma part, ayant toujours soutenu avec force l'action et le courage de Mario Draghi, à qui je veux ici rendre hommage, puisque c'est sans doute le dernier sommet de la zone euro qu'il a partagé avec nous, il fait partie des grands dirigeants de l'Europe des dernières décennies. Mario Draghi, je l'ai souvent dit, c'est une leçon pour tous les dirigeants que nous sommes. On fait beaucoup de communiqués qu'on a oubliés 15 jours après. Lui, un jour d'été 2012, il a dit juste quelques mots, « whatever it takes », et l'action a été immédiate et le souvenir en est encore lumineux. Et donc je suis très heureux, mais très heureux, que les membres qui se sont alors fortement opposés, qui ont fait des recours juridiques contre les décisions de Mario Draghi, contre l'OMT et tous les mécanismes mis en place, se convertissent, peut-être sur le tard, mais se convertissent avec vigueur à cela. Je pense que ça veut dire qu'on a tous du bon en nous et qu'on peut tous s'améliorer. Et donc, j'en tire d'abord et avant tout une leçon d'optimisme pour la nature humaine. Enfin, votre dernière question... Pardon ? Ah, j'ai dit que je n'étais pas l'arbitre des élégances là-dessus. J'en tire qu'une conclusion d'optimisme. Ah, d'abord, nous regretterons Theresa May. Parce que nous regretterons son pays. C'est le premier point. Je l'ai toujours dit. Moi, je considère que le Brexit est une mauvaise nouvelle pour l'Europe. Et ensuite, Theresa May a été, durant tout le long des négociations qu'elle a eu à conduire et avec nous, d'une formidable loyauté, d'un formidable respect. Elle n'a jamais cherché à bloquer l'Europe. Nous avons passé beaucoup de temps, on a eu parfois des désaccords, vous connaissez mes positions, mais elle n'a jamais pris en otage les discussions sur l'avenir et elle a toujours fait avec un grand respect pour les autres chefs d'État et de gouvernement. Je ne sais pas qui arrivera ensuite. Je ne veux pas m'immiscer dans la vie politique intérieure britannique, mais j'espère que ce sera la même décence et le même esprit de sérieux et de responsabilité qu'elle a eu. Et j'espère surtout que collectivement, nous arriverons à prendre une décision, parce que je crois que maintenant, c'est surtout cela, ce qui est attendu de nous. Bonjour Monsieur le Président, Jurek Kuchkevich pour le journal de Soir. Vous avez évoqué hier le fait que le système de Spitzenkandidat est un système partidaire, les partis étant redevables vis-à-vis d'eux-mêmes de ce système qui maintenant doit être levé, mais si ce système est défait, c'est sous votre effet, avec la collaboration du Premier ministre Sanchez et donc d'un axe j'appelle ça libéralo-macronien, si vous me permettez l'expression, et socialiste. Est-ce que c'est une analyse exacte? Est-ce que c'est pas une autre façon de faire réapparaître les dynamiques qui font fonctionner le système européen, c'est-à-dire les dynamiques de parti? Merci. Il y a des dynamiques politiques, philosophiques, de conviction, c'est normal, c'est la vie démocratique. Et elles sont autour de la table du Conseil. Mais je pense que ce qui est important, c'est que les dirigeants du Conseil se sont exprimés comme dirigeants du Conseil et ne se sont pas vus imposer un schéma de l'extérieur par des partis. C'est ça qui est différent. Et c'est l'esprit de notre traité. Je l'ai souvent dit, moi je n'ai pas d'opposition de principe au Spitzenkandidat. Je dis juste, si on dit c'est la tête de liste aux européennes qui doit être le président de la Commission, alors il faut changer notre traité d'une part, c'est-à-dire il faut rendre notre système beaucoup plus parlementaire, mais il faut aller au bout de la logique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des vraies listes européennes, que ces têtes de liste soient vraiment européennes, qu'elles fassent campagne en Europe sur des listes qui sont à travers l'Europe. C'était d'ailleurs une proposition que j'avais faite.
Les mêmes qui ont refusé cette proposition voudraient dire non, nous on va continuer à faire comme avant. Ben non. Parce que ça n'est pas conforme au traité, ça n'est pas vraiment démocratique. Donc vous avez raison d'y voir simplement la volonté de plusieurs dirigeants de ne pas céder à des oukases, d'être attachés à l'esprit et la lettre de nos traités, et aussi de dire quelque chose a changé avec cette élection, parce que des équilibres politiques et philosophiques sont nouveaux. Il est impossible, pour la première fois depuis 1979, d'avoir la majorité à deux partis. Il faut un équilibre plus large. Il y a une volonté de renouvellement, de nouvelles problématiques qui émergent. Donc il faut là aussi savoir moderniser nos propres pratiques. Barzansan Kurisan 24